Les managers et les chargés de ressources humaines des grandes entreprises ne sont pas les seuls à avoir été séduits par les thèses des scientifiques du bonheur. Dès 2008, de nombreux décideurs politiques vont prendre en compte les avancées effectuées dans ce champ de recherche. La célèbre multinationale Coca-Cola, reconnue mondialement pour son altruisme, va créer dans tous les pays où il est implanté des branches de son Coca-Cola Institute of Happiness. En 2012, l'ONU ira même jusqu'à déclarer le 20 mars Journée internationale du bonheur. Alors d'abord, cette question avec vous, Alexandre Jost, qui est donc fondateur de la fabrique Spinoza. C'est quoi le bonheur, le PIB du bonheur ? On s'est dit très simplement que le pays ne savait pas comment les Français se portaient et qu'il fallait construire une autre manière de le voir. Donc on a interrogé 1001 Français sur 47 critères, sur leur logement, leur santé, mais aussi leur optimisme, leur confiance, leurs émotions, le sens dans leur vie, pour donner une note au global qui est aujourd'hui de 6,0 sur 10, qui nous indique comment les Français se sentent pour éclairer les politiques publiques et puis informer de manière générale les décideurs. Comme vous pouvez le constater, le bonheur n'est pas qu'une formidable machine à rendre les individus plus résilients. C'est également un outil précieux de pilotage et de mise en place des politiques économiques. Je pense que vous vous en doutez. Mais si les auteurs s'intéressent à l'influence des sciences du bonheur sur les décisions prises par les décideurs politiques, c'est notamment parce qu'il y a anguille sous roche. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que la mesure du bonheur pose de très nombreux problèmes méthodologiques. On peut par exemple être légitimement amené à se demander si un score de 7 sur 10 en Belgique est véritablement comparable à un score de 7 sur 10 en France, ou se poser la question de la signification exacte d'un score de 10 sur 10. S'agit-il d'une personne qui a de bonnes conditions de vie, ou juste d'une personne qui se trouve chanceuse, compte tenu du faible niveau de vie moyen de son entourage? Et ceci n'est qu'un minuscule aperçu des problèmes rencontrés par les scientifiques. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ces difficultés. Ce qui est véritablement intéressant, c'est l'utilisation qui est faite de ces indicateurs. À première vue, si on met de côté les problèmes d'ordre méthodologique, prendre en compte le bonheur des citoyens lorsqu'on met en place des politiques économiques devrait nécessairement contribuer à augmenter le bien-être des habitants. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Nos deux chercheurs vont nous démontrer que si ces indicateurs ont tant de succès, c'est surtout parce qu'ils permettent de placer au second rang des indicateurs problématiques, tels que la redistribution des revenus, le niveau des inégalités matérielles, la ségrégation sociale, ou même les inégalités entre les sexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la démonstration malheureusement, mais il est amusant de constater que David Cameron, juste après avoir annoncé les plus grandes coupes budgétaires de l'histoire de son pays, annonça que les Britanniques, je cite, ne devaient pas réfléchir seulement à ce qui permet de glisser de l'argent dans sa poche, mais à ce qui permet d'installer de la joie dans son cœur, et que par conséquent, il serait plus judicieux d'adopter le bonheur comme indice national de progrès. Quantifier et mesurer le bonheur n'a pas que pour utilité d'en faire un objet d'étude scientifique. Ça permet également de faire du bonheur une marchandise. Now, I don't know about you guys, I know I hate being in a bad mood, and she is never in a bad mood, I swear. But I figured out today, since today is Monday and we could use a little Monday motivation, I found an app that will help. This app is called Happify, and like you said, it's aimed at making your life happier and feeling better about life in general. Now, the app provides small activities like here. You can go in and there's some games that you can play and just things that you can read to make you happy. Ce type d'outil, ainsi qu'un certain nombre de techniques homologuées par les scientifiques du bonheur, contribue à transformer les consommateurs en véritables fanatiques de l'optimisation de soi. Aucun de ces outils ne vise par exemple à profondément changer la psyché des utilisateurs. Au contraire, ils participent à la négation de l'existence de l'inconscient, en donnant l'impression que leur psyché, entendue comme l'ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de leur personnalité, serait parfaitement appréhendable, connaissable et manipulable. En gros, ce que vendent ces outils, c'est l'illusion de l'autocontrôle. Le bonheur tel qu'il est conçu par de nombreux chercheurs en psychologie positive ne doit pas être considéré comme une émotion, mais plutôt comme une norme, une sorte d'idéal auquel on doit se conformer si vous voulez. Ici, l'absence de bonheur est synonyme de dysfonctionnement psychique. On a donc affaire à une véritable théorie de l'individu fonctionnel. Pour comprendre cette affirmation, il faut se pencher sur leur manière de définir et de catégoriser les émotions.
Une nette distinction est établie entre les émotions positives et les émotions négatives. Les émotions positives, telles que la joie ou l'espoir, sont censées nous fournir des habitudes saines, faire de nous des salariés heureux, des super entrepreneurs, etc. Par contre, l'envie, la haine, l'angoisse, la colère, la tristesse ou la nostalgie empêcheraient les personnes de renforcer leur psyché. Elles feraient de nous des êtres non productifs et malheureux. Cette pensée peut sembler séduisante. Le problème, c'est que cela induit que la fonctionnalité ne serait qu'une affaire de positivité. Alors que vous l'aurez deviné, pour les auteurs, la fonctionnalité n'est pas qu'une affaire de positivité, mais d'équilibre. Alors que la psychologie clinique traditionnelle a instauré une opposition entre santé mentale et maladie mentale, la psychologie du bonheur a ajouté une nouvelle opposition. Une opposition entre santé mentale complète et santé mentale incomplète. Prenez par exemple ce postier. Il ne souffre a priori d'aucune maladie mentale. Cependant, dans le cadre théorique de la psychologie positive, il sera très probablement diagnostiqué comme étant doté d'une santé mentale incomplète. Le rôle des psychologues du bonheur sera donc de l'aider à atteindre une santé mentale complète, en le délivrant de ses horribles émotions négatives. Pour les auteurs, il n'y a en vérité aucune raison, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan psychologique, de séparer les émotions positives et négatives. Franchement, c'est pas le genre de viande qui me va. Mais pas du tout, regarde, tu vas voir. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher. On va s'arrêter là. Cet extrait illustre à merveille la thèse des auteurs. En effet, le visionnage de cette vidéo peut être à l'origine de sentiments mêlés et ambivalents. Amusement, frayeur, colère, etc. Un voleur à l'étalage pourra à la fois ressentir de l'excitation et de la culpabilité. Ces exemples nous montrent que les émotions ne sont pas des entités distinctes et clairement définies. Tous les états émotionnels sont à la fois bons et mauvais, positifs et négatifs, fonctionnels et dysfonctionnels. Prenez la colère par exemple. Elle peut pousser à adopter un comportement destructeur, ou pousser à se révolter contre l'injustice. Gommer les émotions négatives revient donc à nier la fonction sociale et politique de ces émotions. Certains représentants de la psychologie positive ont pris en compte ces critiques et ont appelé à une deuxième vague de la psychologie positive. Cette conception du bonheur ne pose pas que des problèmes d'ordre épistémologique, mais également des problèmes d'ordre moral. Des soldats résilients qui se remettent facilement des atrocités qu'ils ont été forcés de commettre. Valent-ils mieux que des soldats qui souffrent et culpabilisent? Doit-on admirer les salariés résilients, immunisés contre les cruautés commises sur leur lieu de travail? Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un résumé. De nombreux points passionnants du livre n'ont malheureusement pas pu être abordés. Et je pense également qu'il est important de préciser que les auteurs ne sont pas contre le bonheur. Ils n'ont rien contre le yoga ou la méditation. Ils reconnaissent même que la psychologie du bonheur puisse aider certaines personnes. Ce que veulent nous montrer les auteurs, à travers cette critique de la psychologie positive, c'est que cette conception particulière du bonheur bénéficie en premier lieu aux néolibéraux. En effet, cette conception du bonheur contribue à faire de nous des fanatiques de l'optimisation de soi, ainsi que des citoyens obéissants et dépourvus d'émotions négatives. Dans ces conditions, vous en doutez, il n'est plus vraiment question de combattre l'ordre existant ou de questionner les structures sociales. Du coup, on est légitimement amené à se demander s'il existe une autre manière de définir le bonheur. Vous ne trouverez pas de réponse à cette question dans le livre. Honnêtement, je doute même que ce soit un sujet qui les passionne vraiment. Il nous invite néanmoins à la fin de l'ouvrage à cesser cette course effrénée vers le bonheur. Pour nos deux chercheurs, nous devons nous réaliser à travers la recherche du savoir et de la justice. En gros, ils veulent juste qu'on s'épanouisse en lisant des bouquins de sciences humaines et en se révoltant contre toutes les formes d'injustice.